Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. En 1992 paraît en France un livre important d'un jeune philosophe, L'art à l'état vif, un livre signé Richard Schusterman qui fait découvrir à de nombreux lecteurs français l'approche pragmatiste de l'art, et pas seulement du grand art, pas seulement de poètes comme T.S. Eliot, mais aussi de rappeurs contemporains de cette époque-là, des groupes comme Public Enemy qui peuvent devenir des objets légitimes d'études académiques. Ce livre va marquer les esprits à une époque où la philosophie pragmatiste, des auteurs comme William James ou Dewey, ne sont pas encore lus très très étroitement dans les universités françaises, ou ne le sont plus après l'avoir été peut-être pendant un moment fort lointain. Depuis, les choses ont changé, et depuis 1992 et la parution de L'art à l'état vif, beaucoup de travaux ont fait jour. Ce même philosophe, Richard Schusterman, publie ces jours-ci en France, chez Vrin, Le style à l'état vif, qui est la traduction française enfin intégrale de l'un de ses livres, Performe. L'occasion pour nous de le recevoir à la suite dans les idées, pour évoquer ce parcours, cette traversée avec lui. Richard Schusterman, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à Florida Atlantic University. Nous nous sommes rencontrés en 1992 à l'occasion de la parution de L'art à l'état vif, qui d'ailleurs est le dernier titre de la collection Le Sens commun que dirigeait Pierre Bourdieu aux éditions de Minuit. Et depuis, je vous lis, j'ai vu ce travail philosophique avancer, s'élargir, devenir, vous allez nous expliquer ce que c'est, une soma esthétique, s'ouvrir aussi à d'autres continents, à la philosophie asiatique en particulier. Et là, nous avons enfin, parce que ce travail date un petit peu en français, dans une version améliorée, et l'amélioration est quelque chose de très important pour vous, ça c'est une idée pragmatique. C'est l'améliorisme américain. Voilà, ce livre sous sa forme, Le style à l'état vif. Peut-être pour commencer, on pourrait regarder en arrière et regarder ce moment, 1992, nous expliquer pourquoi vous êtes soudainement, parce que je crois que ça a été relativement rapide, intéressé au pragmatisme, venant d'une tradition de philosophie analytique plutôt classique, venant aussi d'inspiration de l'école de Francfort et du coup d'une critique de la culture populaire, ayant du mal au fond à vivre tout simplement un certain nombre de contradictions entre vos pratiques culturelles et puis votre réflexion philosophique sur ces mêmes pratiques. Oui, c'est vrai. C'était une transformation rapide, aussi à cause du fait que je suis revenu aux États-Unis. Je suis né aux États-Unis, mais ma culture et ma formation universitaire était plutôt européenne. J'ai fait le bachelor et master à Jérusalem et le doctorat à Oxford, donc formé dans la philosophie anglo-américaine. Vous avez travaillé avec des gens comme Quine en particulier, non? Oui, Quine, Goodman, une philosophie très précise, très macho même, on peut dire. Et quand je suis venu aux États-Unis, après avoir eu un poste permanent en Israël, mais pour plusieurs raisons, je suis revenu aux États-Unis et là-bas, j'ai dû faire face à une culture qui était à la fois familière, mais aussi très étrange et bizarre pour moi. Et la philosophie m'a aidé à connaître cette culture. Et peut-être à cause de la distance israélienne, européenne, j'ai pu avoir une vision plus créatrice sur cette culture. Mais c'est pas à cause de ça que Bourdieu m'a invité en France. C'est Bourdieu qui m'a invité, qui m'a amené à Paris pour la première fois, en 90. Mais c'était à cause de mes écrits sur Wittgenstein. Il aimait mes écrit sur Wittgenstein et j'admirais son travail. J'ai fait la connaissance de son travail aux États-Unis à travers un intérêt croissant pour la pensée européenne. Et bon, il m'a changé la vie. Il est mort trop jeune et je pense que la culture française lui manque.
Néanmoins, avec Pierre Bourdieu, vous avez été dans un dialogue parfois rude, parfois critique, et qui nous a, à nous aussi, lecteurs de Pierre Bourdieu, ouvert les yeux sur un certain nombre d'apories, sur un certain nombre d'impasses, peut-être de certains aspects de la théorie de Bourdieu sur la culture. Je pense que votre critique, notamment dans le regard sur la culture populaire, a été important et a fait progresser aussi la réflexion de sociologues, et pas seulement de philosophes, sur la culture. Oui, en fait, la première rencontre avec Bourdieu était pour moi un choc parce que les mœurs universitaires en France et en Angleterre et aux États-Unis sont très, très différents. Et donc, j'ai fait une critique très polie de son travail. Je pensais qu'il avait une espèce de contradiction interne avec son idée que la culture et l'esthétique, c'est toujours dépend du champ social et il ne faut pas universaliser, mais j'ai vu qu'il a universalisé les rapports hiérarchiques en France pour dire que une esthétique populaire, c'est une contradiction en soi, c'est pas possible. Mais aux États-Unis, on a un champ socioculturel différent et j'essayais de montrer ça. Donc, il n'a pas très bien compris au début parce que j'étais toujours en transition. Si j'ai une méthode philosophique, c'est l'ouverture aux expériences. Je n'ai pas commencé par une décision sérieuse d'étudier le rap. Ça m'a intéressé. C'était autour de moi, à Philadelphie, à New York. Je suis quelqu'un qui a une curiosité. J'essaie d'apprendre. La philosophie, pour moi, c'est une méthode pour comprendre les choses, surtout des choses a priori pas très compréhensibles. Et donc, j'ai suivi cet intérêt et ça m'a amené à un discours, à un livre, et mon trajet continue comme ça. Je suis un petit peu une méthode de pensée, on pourrait peut-être dire presque naïve, comme un enfant avec des yeux ouverts qui voudrait connaître mieux. Et comme ça, bon, on m'a étiqueté ici en France passeur culturel, mais aussi philosophe nomade. Et j'ai continué mes voyages. Alors il y a une autre référence française, un autre auteur qui a été important aussi dans ses expériences et dans les développements philosophiques qui ont été les vôtres, dans le rapport en particulier à sa propre vie, c'est Michel Foucault. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, je n'ai jamais rencontré Foucault. Il est mort quand j'étais encore un philosophe analytique pur et dur. Mais en fait, la somme esthétique a deux racines. Une racine, c'est l'esthétique pragmatiste, en disant que pour faire l'art et aussi pour apprécier l'art, il faut utiliser nos sens, ça veut dire nos corps. Et donc, pour des meilleures compétences de créer et d'apprécier l'art, on peut améliorer notre outil somatique. Donc, c'est une racine. L'autre racine, c'est l'idée de philosophie comme mode de vie, comme art de vivre. Ça, j'ai pris de Foucault et aussi de Michel Hadot, mais surtout Pierre Hadot, mais surtout Michel Foucault. Et c'est la même logique. Pour vivre, il faut le corps, le soma. Le soma, j'utilise ce mot parce que corps est toujours contrasté avec l'esprit, chair a tout ce sens de péché et c'est aussi sans os, sans des neurones, c'est la chair, c'est viande. Et soma, je le conçois comme corps pensant, corps sentient, qui sent, qui a, bon, pour reprendre de Bourdieu, qui a un habitus avec une intelligence. Et donc, si la philosophie est une mode de vie, un art de vivre, et le médium dans lequel on vit, c'est le soma, donc c'est mieux travailler le soma, c'est mieux créer une discipline pour aiguiser des compétences somatiques, pour mieux vivre, pour mieux faire la philosophie. Et je peux vous dire que
récemment, je fais des essais, vraiment prendre cette idée aux limites, avec une personnalité de performance. L'homme en or, c'est le philosophe sans la parole. J'ai commencé à faire des expériences artistiques avec un artiste parisien, Yann Thomas. Les expériences de performance en combinaison dorée, pour voir aussi c'est aussi un thème foucaultien, de tester les limites du soi et même de les transcender. Parce qu'en tant que philosophe, j'utilise mes mots, les concepts, mais en tant que l'homme en or, qui n'est pas exactement identique avec le philosophe Richard Schusterman, j'arrive à avoir des expériences que je n'aurais jamais pu avoir sans cette personnalité différente. Alors ce livre, Le style à l'état vif, qui paraît chez Questions théoriques, et qui est traduit par Thomas Mondémé, dont vous estimez que la traduction améliore aussi un certain nombre de choses. Oui, c'est-à-dire il a ajouté des références pour actualiser le livre. C'est assez intéressant, Sylvain, que ce livre était publié 2000 En l'an 2000, oui. aux États-Unis, oui. Oui, et c'est 15 ans. Parfois, en fait, 2 fois, les traductions françaises étaient avant l'original anglais. Avec L'art à l'état vif, c'était parce que Minuit était plus efficace que Blackwell. Et avec La conscience du corps, c'est une histoire très intéressante. Et la version française a apparu 4 mois avant l'original anglais parce que je n'aimais pas l'illustration sur la couverture anglaise. Ils ont mis une très jolie peinture d'Ingres, la bagneuse de Valpassan, une femme nue sur la couverture, et ce n'était pas la conscience du corps que je voulais exprimer dans mon livre. Mais les éditeurs contrôlent la couverture et aussi le titre. Donc après 5 semaines de débat avec mon éditeur, Cambridge University Press, je voyais que c'était perdu. Donc, j'ai réécrit la préface parce que je contrôle le texte. J'ai réécrit la préface pour critiquer la couverture. Donc, à cause de ces retards, la version française est partie avant, apparue avant, parce que pas d'illustration sur la couverture. Alors là, on a attendu 15 ans, donc on a ce livre qui s'appelait Performing Live en anglais. Moi, je voulais repartir sur ce mot de perform qu'on a du mal à traduire en français, qui renvoie aussi à l'une des traditions philosophiques dans laquelle vous avez débuté, parce que vous citiez le nom de Austin tout à l'heure, le performatif. Oui, c'est ça. Quel lien on peut faire entre les deux? Quel héritage y a-t-il là de cette pensée du performatif? Je pense que ça revient au pragmatisme dans le sens large, qui on trouve aussi chez Austin, mais aussi chez Wittgenstein. C'est-à-dire, la langue, ce n'est pas un calcul séparé, autonome de la vie pratique. On apprend et on donne et on reçoit les sens de mots à travers des pratiques. Donc, ce qui est l'important dans le pragmatisme, c'est l'action, on peut dire aussi performance. Et donc, on apprend une langue par faire des choses. Ça, pas simplement pour une vision passive. Et on enseigne la langue aussi par faire des choses. Et donc, le performatif était très important. Ça fait pas uniquement une question dans les arts, mais dans la vie quotidienne. Il y a plusieurs scènes. C'est un vieux lieu commun de Shakespeare. Tout le monde est une scène. Et on fait des performances. On fait une performance maintenant. Et donc, il y a une grande continuité entre la vie pratique et la vie intellectuelle et la vie artistique. Et une direction importante de ma pensée, c'est de penser ces continuités. Bien sûr, il y a des ruptures,
Mais il y a des philosophes de rupture et pour ça, il faut aussi avoir des philosophes de continuité. C'est comme les Chinois, le yang et le yin. C'est très important de penser pluraliste. Normalement, on dit soit cette chose, soit l'autre chose, mais dans la plupart des cas, on peut avoir les deux. Et une grande partie de ma pensée, c'est d'essayer de combiner des choses qui, normalement, sont divisées. Comme dans l'art à l'état vif, la poésie de T.S. Eliot et les paroles de KRS-One, par exemple. Alors, si on revient sur ce qui s'est passé pendant cette période, depuis le début des années 90, à la fois en France et aux États-Unis. En France, on a vu quand même beaucoup de gens se mettre à découvrir la tradition philosophique pragmatiste, aussi bien des philosophes que des sociologues. On a vu une sociologie pragmatique se mettre en place, par exemple, la redécouverte des grands auteurs comme James, comme Dewey en particulier. Et puis, ça, c'est le côté français. Et côté américain, moi, j'aimerais aussi comprendre ce qu'il en est. On a vu la mort d'un grand philosophe pragmatiste qui est Richard Rorty, qui avait continué cette tradition avec lequel vous avez été en dialogue, en discussion, mais peut-être qui a fermé le pragmatisme à certains égards sur lui-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment vous voyez les deux choses? D'abord le côté français peut-être, puis après on parlera des États-Unis. Je suis très heureux de voir le progrès du pragmatisme en France. En fait, le titre de mon livre, L'art à l'état vif, en anglais, c'était Pragmatist Aesthetics, mais c'était impossible en France parce que le pragmatisme n'était pas connu. Et donc, c'est aussi une espèce de contradiction en soi esthétique pragmatiste. Et donc, Jérôme Lindon, j'ai eu le grand honneur de le connaître. Je lui dois aussi beaucoup. C'est lui qui a décidé que le titre anglais devrait aller en sous-titre. Maintenant, ce n'est pas une chose étrange, le pragmatisme et l'esthétique pragmatiste. Et il y avait des colloques, même je pense dans l'agrégation, ils ont pris une citation de l'art à l'état vif pour une question dans l'agrégation pour sciences de l'art. Quand je suis venu en France, 90, je suivais le séminaire de Gérard Genette. Et j'étais très content d'être dans sa bibliographie parce que lui, il a fait un tournant vers la philosophie analytique, vers Nelson Goodman. Vers Arthur Danto, Nelson Goodman. Oui, c'est ça. Et j'ai essayé de l'intéresser à John Dewey. J'ai réussi à le faire lire Dewey. Il est rentré de New York, de NYU. J'ai demandé alors, traduire, pas de question. Pourquoi? 2 raisons. D'abord, Dewey est bavard. Et deuxièmement, il est mort. J'ai compris la première raison, parce que art comme expérience est très longue et pas très bien écrit. Il y a beaucoup des choses redondantes, mais je n'ai pas compris l'idée qu'il est mort. Donc j'ai décidé de faire mon propre livre en français. C'est publié en 92. Le Dewey n'était pas... Bon, c'est paru 2005. Oui, le Art as Experience comme expérience apparu en 2005 en français pour la première fois. Et l'idée d'être mort, c'est le service de presse. Dewey ne pouvait pas faire service de presse, il ne pouvait pas venir comme ici à la radio. C'est bien dommage. Oui, c'est bien dommage, mais j'ai compris que le champ intellectuel en France, c'est tout à fait différent que le champ américain, et il faut être présent. Donc j'ai décidé, j'ai fait le parti d'écrire d'une manière plus directe et concise, et aussi de rester vivant. Et donc, qu'en est-il du côté américain de la vitalité du pragmatisme aujourd'hui, et notamment dans le champ de l'esthétique? Et le pragmatisme reste un courant, pas le courant dominant, dans les départements de philosophie. Mais dans la culture générale, c'est différent. Donc, vous savez que notre monde, notre champ universitaire en philosophie aux États-Unis
est très limité, très étroit. Et beaucoup de la pensée française et allemande passe par des départements de littérature comparative. À la fin de sa vie, Richard Rorty était professeur dans un département de littérature comparative à Stanford. Et pour te dire la vérité, Sylvain, mon poste, j'enseigne la philosophie, mais j'ai une chaire dotée dans les sciences humaines. C'est assez ostentatoire. Mon titre formel, c'est Dorothy F. Schmidt, Eminent Scholar, Chair of the Humanities. Mais en fait, ça me va beaucoup mieux parce que je ne suis pas limité à la philosophie universitaire. Je pense que la bonne philosophie cherche toujours ailleurs. Et c'est le cas avec Foucault, c'est le cas avec Deleuze, c'est le cas avec Bourdieu. Donc, et Rorty. Mes maîtres n'étaient jamais limités par un cadre les frontières philosophiques universitaires. Et je pense que la bonne philosophie doit chercher ailleurs. Et ailleurs, c'est aussi ailleurs géographiquement. Et je disais tout à l'heure que vous avez travaillé sur l'Asie, et sur des traditions philosophiques asiatiques, parce qu'il y a là-bas une manière de penser le corps aussi qui est intéressante. Oui, j'étais, à cause de la somesthétique, j'étais invité comme chercheur invité au Japon, à Hiroshima. J'ai fait l'expérience dans un cloître zen. J'ai eu un maître zen. J'ai beaucoup appris de lui. C'était très difficile d'organiser parce que mes hôtes japonais ne voulaient pas que j'aille. Ils craignaient que j'aurais une expérience pas agréable. Et ils sont très polis, très soucieux. Mais c'était vraiment une transfiguration de mon esprit. Et récemment, je viens très souvent en Chine. J'apprends beaucoup de choses de la philosophie chinoise. Et en fait, ils sont très, très ouverts à la somme esthétique parce que le mot chinois pour le corps, c'est le même mot pour la personne. C'est le chêne. Et en fait, en anglais, on a quelque chose pareil, mais on l'oublie. On dit somebody. Everybody, c'est une personne, toutes les personnes. Il y a le body dans le somebody, everybody. Et donc, mais en Chine, c'est très clair et le signe, le caractère, c'est comme une femme enceinte. Et en fait, ils comprennent que le corps, ça veut dire la personne et c'est aussi le centre d'une espèce de formation, ritualisation, et ils ont un concept très important, cultiver le corps, cultiver les chantiers. C'est la base de la culture chinoise, parce que aussi l'esthétique est très importante pour le social et le politique. Et l'idée d'harmonie, qu'on abuse parfois maintenant en Chine, mais il y a des racines que, au lieu de gouverner une famille, un État, même un empire, par des lois et punitions, on peut aussi gouverner par l'harmonie, par la beauté. Et donc, comme ça, l'esthétique comme sujet philosophique est plus important chez les Chinois, même maintenant, qu'aux États-Unis et même en France, où c'est plutôt pas tellement important comme l'épistémologie ou la logique. Vous êtes depuis maintenant d'assez nombreuses années professeur de philosophie dans une université de Floride, Oui. après avoir habité dans des grandes villes universitaires britanniques, à Berlin, à Paris, à Jérusalem. J'imagine qu'en Floride, on a un rapport au corps assez différent. Comment on regarde ça? Un rapport au sport, on imagine aussi beaucoup de retraités en Floride, de gens qui ont un rapport au vieillissement. J'imagine que la question se pose spécifiquement. Oui, c'est intéressant. Et j'ai fait la décision pour plusieurs raisons. D'abord,
j'ai un poste très privilégié. Je n'enseigne que 2 séminaires par an. Je peux les grouper dans le premier semestre et je suis libre de faire mon nomadisme. J'ai moitié d'enseignement et le double de budget. Donc, c'est très bien. Et je n'appartiens pas vraiment à un département de philosophie. Donc, Grande liberté. Liberté. Mais pour le somatique, c'est intéressant. Il y a 3 formes. Vous avez mentionné 2. C'est l'athlétisme, beaucoup de tennis et d'autres sports parce qu'on peut pratiquer toute l'année. Il y a la gérontologie qui est aussi très important et aussi éthiquement important parce que Simone de Beauvoir a écrit ce livre, un très bon livre sur la vieillesse. C'est un sujet que la plupart des philosophes l'ont ignoré. Et les souffrances de vieillesse, ça vient de leur souffrance somatique et à travers le soma esthétique, on peut l'améliorer. La troisième dimension, c'est la chirurgie cosmétique. Le Floride, c'est un centre de chirurgie cosmétique parce que les gens dans le bikini, ils veulent être très jolis. Et pour ça, il y a beaucoup d'opérations chirurgiques. Beaucoup de cliniques, donc un lieu privilégié pour réfléchir et développer cette soma esthétique et cette pratique philosophique qui est la vôtre. Richard Schusterman, ça m'a fait très plaisir de vous recevoir et de vous revoir après ces années. Je rappelle le titre de ce livre, Le style à l'état vif, qui paraît aux éditions Questions théoriques. On trouve toutes les références sur la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture. Merci Richard Schusterman. Merci Sylvain. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Cyril Baer, à la technique Cécile Gissot, à la réalisation Jean-Christophe Francis. Et c'est Étienne Klein que l'on retrouve sur l'antenne de France Culture dans quelques instants pour sa conversation scientifique.